Le 9 avril 1937 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil consacrée au film « À nous deux, Madame la vie ». Le 10 avril 1937, cet article remanié devait être également publié dans « Je suis partout », texte intégral. Les hasards d'un reportage à travers les studios m'avaient fait assister à quelques épisodes de la réalisation de ce film signé par M. Yves Mirande. Je savais donc par avance qu'il ne pourrait s'agir que d'un navet, et il m'a été donné d'étudier sur le vif quelques-unes des conditions favorables à la culture de ce légume. Le désordre le plus éhonté dans le travail, l'indiscipline allant des vedettes aux derniers aides électriciens, favorisés du reste par l'exemple des auteurs, désertant sereinement leur ouvrage au beau milieu de sa création, l'abandonnant aux mains du premier venu. Bref, une corvée absurde, accomplie dans la mauvaise humeur et l'incohérence. Je n'ai pas besoin de dire que la facture du film en porte toutes les marques. Cela est nul d'une nullité puérile. 3 décors font à peu près les frais de tout le drame et on les oppose de 50 mètres en 50 mètres avec une symétrie vite exaspérante. On devine des économies sordides pour d'insignifiants détails. Mais comme les préjugés commerciaux veulent qu'il n'y ait pas de film de M. Mirande sans dancing, après avoir lésiné sur des bouts de ficelle et la perruque d'un figurant, on réunit 200 citoyens et citoyennes en habits et décolletés sur un grand et coûteux décor de bal parfaitement superflu. Tout cela est d'une imbécilité nauséabonde. Devant l'absence complète de tout intérêt cinématographique dans la grande majorité des films français ou étrangers de cette année, nous apportons un peu plus d'attention au scénario. Ce n'est, du reste, guère réconfortant. À nous deux, Madame la vie, après tout, ce n'est pas un mauvais titre. Il y a peut-être là une bonne indication. Mais voici le commentaire de M. Mirande. À nous deux, Madame la vie, amène-toi, qu'on s'explique un peu. J'en ai marre d'être dans la mélasse. Faut que ça marche, ou bien faut que ça casse. Plus de boniment, car je veux être heureux. Voilà le ton de M. Yves Mirande. Il avilirait l'héroïsme le plus cornélien. On jugera jusqu'où il nous faut descendre dans la petite histoire que voici. Jean, M. Luguet, et Paul, M. Jean-Louis Barrault, sont employés dans la même banque et dans le même service que Lucie, la dactylo. Jean lance quelques couplets bien sentis sur la société moderne, avec 2 ou 3 petites courbettes du côté de M. Blum, car le préjugé favorable à l'endroit du Front populaire fait partie aussi des règles commerciales. Ce jeune homme veut se tailler sa part dans l'abjection bourgeoise. Il entend profiter de Madame la vie, être du côté des vainqueurs et des écraseurs. Paul, de son côté, rêve d'échapper à la chaîne bureaucratique par la littérature, ce qui paraît à Jean le comble de la candeur. Lucie ne sent point de la même manière et annonce secrètement à Paul que c'est lui qu'elle a choisi. Ils se marieront. Jean a son plan pour se tirer d'affaire. Entre le samedi et le lundi, il lui arrive d'avoir 100 000 francs et plus en caisse. Il les risquera sur un cheval. Il dévoile son grand coup à Paul, trop imaginatif pour que l'idée ne fasse pas très vite du chemin dans sa cervelle. Jean gagne, Paul perd. Il court chez son ami qui a dans les mains les 100 000 francs sauveurs et qui les refuse férocement. Paul se jette à l'eau, on le repêche, il avoue 5 ans de prison. Pendant ce temps, Jean fait de superbes affaires en bourse, gravit dans sa banque tous les échelons jusqu'à la présidence du conseil d'administration. Lucie se laisse épouser, installée dans un somptueux hôtel. Cependant, elle va voir chaque dimanche le prisonnier. Elle finira par obtenir sa libération en remboursant les 100 000 francs. Paul se met à sa recherche, finit par apprendre son mariage, et aussi qu'une manœuvre de bourse va menacer la prospérité de Jean. Lui ruiné,
C'est Lucie malheureuse, sans doute. Paul va le prévenir et refuse les vagues promesses d'aide et d'assistance que l'autre lui fait pour le remercier. Sa seule vengeance, ce sera de lui rappeler devant Lucie comment il gagna ses 100 000 francs. Lucie recule d'abord d'horreur, mais après tout, Jean l'aime, elle est habituée à son luxe, elle va partir pour un délicieux voyage en Italie. On ne quitte pas tout cela pour un petit repris de justice, pourchassé de toutes parts, et qui attend l'impossible, affalé sur un banc public. On ne veut pas accabler un vulgaire fabricant comme M. Mirande sous de grands noms et lui rappeler par exemple un chef-d'œuvre aussi cruellement et élégamment immoral que le Turcaret de Le Sage. Il est pourtant nécessaire d'établir une comparaison. Quand on vient de relire les friponneries de Turcaret et de sa bande, on s'écrie « Oh, comme c'est bien peint, comme cela reste vrai, quel coquin !» Il n'y a pas dans toutes ces répliques vives et déliées du XVIIIe siècle une seule ligne de commentaire, en blâme ou en éloge, une seule esquisse de moralité. Mais le sujet est si admirablement dominé que cette objectivité même vaut tous les sermons du monde. Ce pauvre M. Mirande, commerçant en scénario du XXe siècle, travaille lui aussi dans le cynisme, mais il en fait une matière analogue à la pornographie. D'abord par l'absence complète de talent. Un auteur capable d'écrire un dialogue ferme, racé, prêterait aussitôt à la plus infâme histoire un style qui déjà sauverait tout, rétablirait une hiérarchie morale. Monsieur Mirande piétine dans un bourbier côte à côte avec ses lamentables héros. La bassesse de la forme révèle toujours la bassesse du fond. Monsieur Mirande avait toute licence, et sans se croire obligé de placer à la fin des axiomes édifiants, de faire vivre devant nous des personnages désorbités, pourris, de nous montrer la malhonnêteté corrompant la vertu, puis triomphant insolemment quand elle l'a envoyé dans les fers. Mais la veulerie du ton est dégradante. Ce n'est plus qu'une ignoble petite histoire racontée devant quelques bars de la pègre élégante, entre acolytes qui ne sont accessibles qu'à un seul sentiment, une espèce d'admiration jalouse pour le malin qui a marché sur le ventre de chacun pour atteindre son but. Si l'on s'est étendu un peu sur ce cas, c'est qu'il reflète malheureusement l'esprit et les apparences de presque toute la littérature du cinéma français. Monsieur Mirande a possédé cependant pour ce film un atout précieux, un trio de bons comédiens qui, dans l'incurie générale des studios, font encore leur métier avec cœur. Je n'ai jamais beaucoup aimé monsieur André Luguet, mais il serait bien injuste de ne pas reconnaître le tact, l'adresse qu'il dépense autour du personnage odieux de Jean. J'ai par contre beaucoup de goût pour le jeune monsieur Jean-Louis Barrault, depuis qu'il nous apparut dans L'étudiant terroriste de Sous les yeux d'Occident. Lui aussi, il est intelligent, écœuré par les mœurs du cinéma et passionné cependant pour ce qu'il fait. Il a mis dans le rôle de Paul une sincérité dont le texte, les intentions de M. Mirande étaient fort indignes. L'ardeur, l'amertume, la fatigue qui passe sur son visage deviendront peut-être quelque jour un poncif. Pour l'instant, il représente des traits émouvants d'une nouvelle génération. Enfin, il y a M. Emos, qui transforme le fantoche banal d'un souteneur au cœur d'or. Il suffit qu'il y trouve l'occasion de s'abandonner à sa délicieuse verve faubourienne pour que, sous le poncif le moins supportable, on retrouve tout le folklore de Paris, un accent qui vient en droite ligne des coquillards de Villon.